Un gérant, en général, gère 2-3 fonds. Chaque fonds fait entre 500 millions et 2 milliards. Donc, c'est des montants qui sont assez conséquents. C'est un métier passionnant, le M&A, parce qu'on rencontre toutes les parties prenantes, finalement. Ouais, toutes les parties prenantes. On arrive à avoir ce côté deal maker aussi, qui est important. La réalité, c'est qu'un bon investisseur, c'est quelqu'un qui a une vraie vision stratégique. On discute avec les dirigeants de l'entreprise pendant 6 mois, 9 mois. Ça devient notre entreprise, quasiment. Et tout d'un coup, ça s'arrête. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Inside, le Private Equity pour tous. Et aujourd'hui, c'est le deuxième et dernier épisode consacré à BPI France Small Cap et j'ai le plaisir de recevoir monsieur Fabrice Lemarchand. Bonjour Fabrice, comment vas-tu ? Bonjour Fabio, ça va très bien. Alors, j'ai l'habitude de commencer du coup le podcast par une question qui est assez simple. C'est qui es-tu, d'où viens-tu et quel est donc ton parcours professionnel, donc en quelques mots avant qu'on revienne sur tes différentes expériences. Très bien, bonjour à tous. Fabrice Lemarchand, moi j'ai 47 ans, je suis parisien. Je suis parisien depuis 47 ans, donc je viens de Paris. Mon parcours professionnel en quelques mots, donc aujourd'hui je suis directeur d'un fonds small cap chez BPI France à Paris. Et moi j'ai fait Dauphine, j'ai commencé par du M&A et ensuite je suis rentré en investissement. Un long parcours au Crédit Agricole, une quinzaine d'années, et j'ai rejoint BPI France il y a maintenant 5 ans. D'accord, c'est très clair. Et du coup, tu me disais que tu n'avais pas forcément eu le temps de regarder donc, les précédents épisodes, mais j'aime bien commencer en fait par une question, c'était quel métier toi tu voulais faire quand tu étais plus jeune ? Et simplement pour savoir si déjà tu étais attiré par la finance ou pas du tout, et que c'est vraiment par la suite de ta carrière que tu t'es intéressé à ça. Alors tout dépend de ce que tu attends par jeune. Comme beaucoup, moi j'ai commencé par moi j'aimais bien faire la cuisine quand j'étais petit. Donc Okay. J'ai au début avec des grands-parents qui aimaient bien faire la cuisine, une maman qui aimait bien faire la cuisine, donc je me voyais bien cuisinier. Bon, en fait, j'avais pas un talent non plus énorme pour ça, donc j'ai vite abandonné. Et ensuite, pour parler plus sérieusement, quand j'étais au lycée, j'avais pas vraiment d'idée très précise de ce que je voulais faire. À un moment donné, j'avoue que j'étais quand même assez intéressé par la médecine. Après, en échangeant avec quelques médecins, de la famille médecin, je me suis dit que c'était pas forcément fait pour moi. J'ai pas du tout de regret de ne pas m'être lancé dans cette voie-là. Et donc, je suis arrivé dans la finance par un parcours parce que j'ai été pris à Dauphine, je suis allé à Dauphine. Et après, qu'est-ce qu'il y a de mieux à Dauphine que la finance ? J'ai fait de la finance parce que c'était un peu le parcours royal de Dauphine. Mais je suis pas né en me disant je veux faire de la finance. Voilà. D'accord, en tout cas c'est intéressant parce que ça permet de voir aussi, de comprendre, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont aussi perdus, même des gens assez jeunes qui savent pas du tout qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite. Et donc effectivement l'idée de rejoindre du coup une école assez prestigieuse, ça t'a permis de faire tes choix de carrière et donc de t'orienter vers la finance. Est-ce que tu as eu toi des stages du coup durant ton parcours scolaire ? Alors le parcours scolaire, j'ai fait des stages mais qui n'avaient pas forcément attrait à la finance dans un premier temps. Et c'est important de faire des stages dès le plus jeune âge pour s'intéresser à la vie de l'entreprise et puis pour comprendre aussi qu'il faut travailler pour gagner de l'argent. Donc, je faisais des stages plutôt d'été, mais j'ai fait des stages dits ouvriers. J'ai fait des stages, comme je suis en région parisienne, des stages plutôt de manutentionnaire au Monoprix de mon quartier, où j'approvisionnais le stand de papier hygiénique. Voilà. Mais c'est des gros volumes, mais c'est pas lourd, donc c'est pratique. Et après, j'ai fait des stages. J'ai commencé plutôt par des stages en contrôle de gestion, notamment dans un grand papetier qui s'appelle Alstrom Paper Group. Je ne sais pas s'ils sont encore présents en France, j'avoue, aujourd'hui. Mais c'était un peu les premiers pas dans la finance. Et après, ce qui était intéressant à Dauphine, c'est comme dans beaucoup aujourd'hui d'écoles, et c'est de plus en plus courant, on propose de faire des années de césure. Donc en fait, j'ai profité plutôt de faire une année de césure pour commencer à faire des stages un peu plus longs. Et j'ai commencé par un stage qui était assez intéressant, qui était un stage à la Société Générale, vraiment dans le monde de la finance d'entreprise, ce qu'on appelle le retail.
Et c'était l'agence de la Société Générale qui s'occupait des très grands comptes. Donc les très grands comptes, c'était les comptes comme Total, aujourd'hui Total Énergie, mais c'était où on faisait de la finance court terme. Mais c'était très intéressant parce qu'on comprenait déjà comment pouvoir s'intéresser et comment une banque gagne de l'argent. Et c'est pas forcément en faisant des prêts, c'est plutôt en faisant aussi beaucoup de volume, voilà, ce qu'on appelle la banque retail. Et c'est avec le volume d'affaires qu'on arrive à gagner de l'argent. Donc ça, c'était assez intéressant, c'était assez diversifié, mais c'est vrai que c'est des métiers où on rencontre, quand on bosse avec des très grands groupes, la réalité, c'est que quand on fait un stage, on rencontre pas grand monde. Voilà. Mais on a beaucoup d'échanges avec les équipes, donc c'était assez intéressant. D'accord. Et du coup, ensuite, donc tu commences, il me semble, ta carrière donc, chez Edmond de Rothschild. Donc là, c'est ton premier vraiment vrai job. Donc c'est à la fin de tes études. Comment ça se passe? C'est directement à la fin des études que toi, tu vas du coup rentrer chez eux. Quelle a été l'opportunité et comment tu l'as déclenché, entre guillemets? Alors, Edmond de Rothschild, c'était un stage de fin d'études. C'était pas un job, parce que voilà, moi, à mon époque, il y avait aussi encore le service militaire à faire. Voilà. Ça fait vieux comme ça, mais c'est vrai que moi, j'ai eu de chance de ne pas le faire. Voilà. Mais c'est très bien de faire son service militaire. Après, derrière, voilà, donc moi j'ai fait un stage de fin d'études chez Edmond de Rothschild. Et ensuite, j'ai fait ce qu'on appelait un CSNE. Aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent d'un VTE en Italie, mais ça, on y reviendra. Et donc, ce stage chez Edmond de Rothschild, c'était en asset management, donc en gestion d'actifs, où ce qui est très intéressant là-bas, c'est que c'est des toutes petites équipes. C'est vraiment, quand on gère un fonds, il y a un gérant, puis il y a un assistant gérant. Et un gérant, en général, gère 2-3 fonds. Chaque fonds fait entre 500 millions et 2 milliards. Donc, c'est des montants qui sont assez conséquents. Et moi, mon job, c'est d'assistant gérant. Quand on était stagiaire, on prend ce rôle-là. C'était une époque où il faut choisir. Enfin, il faut choisir comment allouer les actions au sein de ce fonds. Avec une conjoncture qui évolue chaque semaine. Donc, chaque semaine, on avait des réunions avec une analyste économique qui nous dit, en fonction de la conjoncture, il faut privilégier plus ou moins ce secteur-là. Attention, il va y avoir les indices du taux américain qui vont tomber, donc ça peut changer. Et on est vraiment plus proche de l'économie. Donc, ça, c'est vraiment voilà, c'était passionnant. Et il y avait des fonds. Moi, j'avais 2 fonds. J'avais un fonds qui était plutôt sur du large cap. Donc là, le job d'assistant gérant, c'est d'aller assister à des réunions. Alors, ce qui n'existe plus aujourd'hui, en fait. Mais à l'époque, il y avait des brokers qui venaient voir les analystes, qui venaient présenter leur étude pour qu'après, on passe par eux pour acheter les actions. Et on faisait ça en plus dans des très bons restaurants, donc c'était un stage très agréable où en fait, souvent le midi, on était invité dans des restaurants étoilés pour écouter un analyste qui nous racontait dans le secteur de la télécom, il faut plutôt privilégier telle ou telle entreprise. J'ai fait mon analyse et voilà les perspectives. Donc on avait beaucoup d'informations. Donc moi j'ai adoré ce stage. Avec un petit bémol, c'est que en fait, on rencontre des gens passionnants, mais on ne rencontre pas des chefs d'entreprise. Voilà. Donc, on est encore... c'est de la finance... c'est de l'asset management, quoi. C'est entre la finance de marché et la finance d'entreprise. Donc, on est sur le marché, mais on n'est pas au plus proche de la stratégie de l'entreprise. On l'entend, on la réfléchit, mais on ne rencontre pas le dirigeant. Donc, c'était un peu... c'était un peu la frustration de ce stage, même si c'était un stage qui était très agréable et très enrichissant. D'accord. Donc en fait, toi, c'est vraiment ça du coup que tu as commencé à apprécier, c'est par rapport à ton profil aussi, c'est ce côté proximité avec les dirigeants, proximité aussi avec les personnes avec qui tu travailles. Donc effectivement, du coup, je comprends mieux maintenant pourquoi tu t'es orienté vers le private equity. Ensuite, du coup, à la fin de ce stage, donc là, tu vas décrocher du coup donc ton premier emploi. C'est à Cassib à Milan, c'est ça?
Exactement. Alors, à l'époque, ça s'appelait pas Cassim, ça s'appelait Crédit Agricole Indo-Suez. D'accord. Et c'était c'était une banque d'affaires. Enfin, c'est encore une banque d'affaires, ça a changé de nom, mais Crédit Agricole Indo-Suez, c'est une banque d'affaires qui faisait des fusions-acquisitions. Donc, y a un peu des modes hein, quand même hein, dans les débuts de carrière. Moi, c'était dans les années 2000, c'était en 2000. Et en 2000, il y avait une mode où la voie royale pour commencer sa carrière, c'était de faire des fusions-acquisitions. Alors beaucoup à Londres, hein, qui était un peu là on passait chez Morgan Stanley, chez JP Morgan, enfin bref, ou chez Lehman, feu Lehman. Mais c'était des très bonnes voies d'accès. Ensuite moi je devais faire mon service militaire. Et il y avait une option où on pouvait faire son service militaire en entreprise à l'étranger. Donc moi, j'ai décroché de manière assez classique, hein, par des CV, hein, par des CV. Après, c'est vrai que quand on a sur notre CV déjà 2-3 stages dans des métiers de financement, Société Générale, Edmond de Rothschild, voilà, ça aide pour le CV. Et on m'avait proposé à l'époque, alors j'avais plusieurs VTE qui étaient proposés. Je crois que j'en avais un qui était faire un senior banker. Voilà. Je crois que c'était à Société Générale, celui-là. Et j'avais quelque chose voilà, qui me passionnait le plus. C'était un job en M&A à Milan, dans la banque d'affaires Crédit Agricole Indo-Suez. Donc, voilà, donc j'ai plutôt choisi d'aller à Milan, en Italie. D'aller en Italie. Même si, à l'époque, je ne parlais pas du tout italien. C'est ce que j'allais dire, parce que j'allais te poser la question, justement, tu ne parlais pas du tout italien. Est-ce que ça t'a quand même posé problème pour après quand même comprendre le marché et discuter avec les gens, même si l'anglais est quand même international, est-ce que ça t'a quand même posé problème? Non, alors pas trop. Déjà, l'italien, c'est une langue qui est assez facile à apprendre. Même si je parle encore très mal. Mais surtout, c'est une langue qu'on comprend très facilement quand on est français. Donc déjà, ça, c'est une vraie chance parce que pour l'intégration, même si derrière les équipes parlent en italien, même au bout d'un mois, vous comprenez tout ce qu'ils disent. Donc c'est pas, on est quand même vite émergé. Et après, les Italiens, enfin moi je travaillais dans une banque française, hein, donc les Italiens qui étaient sur place, globalement, on parlait tous aussi très bien français. Donc quand il y avait des sujets sur lequel on avait à traiter avec les équipes françaises. La réalité, c'est que les meetings se plaçaient aussi beaucoup en français. Mais en tout cas, l'italien, c'était assez facile à apprendre. Et au tout début, on parlait anglais. Après, derrière, toute la production se faisait en anglais. Mais après, derrière, c'était du franco-italien-anglais. Bon, ça marchait très bien, quoi. Donc ça va, ça t'a pas trop posé de problème, on va dire. Non, pas du tout. Et au niveau du coup de tes missions, est-ce que du coup ça t'a plu, cet emploi? Comment ça s'est passé? Quelles étaient tes attentes par rapport à cet emploi-là? Comment ça s'est passé? Quelles étaient tes missions? Alors moi j'ai bien aimé, hein. J'ai bien aimé l'Italie, déjà parce que l'Italie c'est un pays très sympa, les Italiens sont des gens très sympas. Donc donc la vie là-bas était quand même assez agréable, même si on bossait beaucoup. Après, d'un point de vue purement professionnel, moi j'ai beaucoup appris là-bas parce que on faisait énormément de pitch. Voilà, les pitch, pour ceux qui savent parce que c'est les pitch. On est une banque, on va aller voir les entreprises qui veulent soit acheter une autre entreprise, soit qui veulent se vendre, soit qui veulent faire une IPO. Et on va leur dire, on est la bonne banque, on est les bons conseils pour vous aider, choisissez-nous. On était sur un créneau qui était très large cap. C'était en 2000. Un peu avant avant la fin de la bulle Internet. Donc, donc on pitchait des très gros groupes. Hein. On pitchait Enel, on pitchait des groupes qui étaient vraiment de très grosse taille. Et c'est vrai qu'on faisait beaucoup de pitch, mais on ne faisait pas beaucoup d'exécution. Parce que la réalité, c'est que quand on est une banque française, pour aller prendre des mandats sur des très grosses sociétés italiennes, c'est très compliqué. Donc en fait, on arrivait plutôt souvent avec nos pitchs à prendre des commandats
Mais les commandats, on les obtenait parce que la banque Crédit Agricole derrière était importante pour financer l'acquisition. Et donc, bon, voilà, on n'était pas non plus complètement naïf. Mais donc, voilà, l'exécution était. On a eu assez peu d'exécution sur des très gros deals. Mais par contre, on a fait beaucoup de pitch. Voilà. Mais le pitch est très intéressant quand on est jeune parce que ça permet de faire le travail pour comprendre exactement quelle est la position de la société par rapport à ses concurrents, de comprendre pourquoi c'est intéressant ou pas d'aller acheter un tel ou un tel, de comprendre comment on pourrait financer cette acquisition, quelle est la structuration qui est proposée. Donc on se pose beaucoup de questions. Donc c'est vraiment des stages qui sont très enrichissants. Voilà, mais ça c'était sur la partie large cap. Et alors pourquoi on faisait du large cap? Parce que une banque internationale, et on avait comme stratégie d'aller prendre d'aller concurrencer les Lazare et les Mediobanca sur place. Mais c'est une stratégie de très long terme en réalité, donc c'est pas facile. Avec des fees minimum qui étaient à l'époque, je crois, de 3 ou 4 millions d'euros par dossier, donc il fallait choper des très gros dossiers. Mais de temps en temps, quand même, on nous laissait prendre un petit mandat. Et là, j'ai vu qu'un petit mandat, c'était hyper sympa, en fait. Parce que le petit mandat, on rencontre vraiment le dirigeant, on échange avec lui, on échange sur son projet, on rencontre son directeur financier, on va sur place, on y va même plusieurs fois pour comprendre sa stratégie, pour faire le mémo qui va avec, pour l'expliquer après derrière aux futurs acheteurs. Donc on passe énormément de temps avec eux. Donc et en fait, c'est ça qui m'a plu. Parce que c'est vrai que sur le large cap, en fait, on voit pas grand monde. On passe 1 heure devant une direction générale puis en plus, quand on est junior, en fait, on parle pas. Bon, voilà. Donc c'était pas, il y avait pas de relation privilégiée avec l'entrepreneur. Alors que sur une PME, cette relation, on arrive à la construire. Et voilà, donc j'ai bien aimé ça. Ok, mais c'est très intéressant ce que tu dis, notamment par rapport à la proximité avec l'entrepreneur. Je pense qu'effectivement, déjà dans le capital investissement aussi, on retrouve cette proximité avec les dirigeants, et notamment en small cap, c'est sûr beaucoup plus qu'en large cap, où ça l'est beaucoup moins. Et justement, donc ensuite, toi, tu décides de continuer à faire du M&A en tant que manager M&A chez du coup une nouvelle branche donc, du Crédit Agricole qui est Sodica. Donc tu retournes en France. Est-ce que ça t'a pas intéressé peut-être de rester en Italie? Pour quelles raisons tu décides de revenir en France? Si, alors moi je suis resté 2 ans en Italie. D'accord. Après, alors, je sais plus quel âge j'avais exactement, genre 25-26 ans, j'imagine. 26 ans. Bon, moi, j'étais amoureux. Je suis encore amoureux d'ailleurs. Et donc je suis retourné en France parce que voilà, je me suis marié. Voilà, mon épouse travaillait en France. Et le plus simple après le CSNE, c'était de revenir en France, retrouver un job en France. On aurait pu rester en Italie. Enfin, moi, je pourrais rester en Italie, mais on va dire que c'est plus simple. C'était quand même plus simple pour moi de trouver un job en France que pour ma femme de trouver un job en Italie. Voilà, en sachant qu'elle n'avait pas d'expérience italienne, donc c'est plus compliqué, quoi. Mais non, mais ça nous aurait bien plu, finalement. D'accord, ouais. Ok, du coup, je comprends mieux. Et donc, du coup, tu passes en fait manager M&A, c'est ça? C'est exactement ce poste-là. Donc, toi, tu avais un poste un peu plus junior, on va dire, en Italie. Et là, tu passes sur un poste avec quand même un peu plus de seniorité. Comment tu as fait pour décrocher ce job? Est-ce que c'était en interne, du coup, je suppose, avec le Crédit Agricole? Ouais, alors je ne suis pas passé tout de suite manager M&A. Hein. Ça, c'est sur LinkedIn, on prend des raccourcis, si c'est ça, si c'est là-dessus que tu as pris les informations. Effectivement, oui. Voilà, moi, je suis passé en chargé d'affaires en M&A. Oui, c'est la suite logique, elle était assez classique. Hein. Moi, j'étais au sein du groupe Crédit Agricole, qui est un super groupe qui offre plein d'opportunités, plein de métiers. Moi, j'aimais bien ce métier de M&A. Je me suis rendu compte que finalement, j'aimais bien aussi la proximité avec le dirigeant, que faire des petits dossiers. En fait, on est beaucoup plus impliqué. Enfin, c'est pas qu'on est plus impliqué, c'est qu'on est beaucoup plus mis en avant par rapport au management que sur des très gros dossiers. Et c'est ce qui me plaisait. Donc, je me suis plutôt orienté sur la branche M&A, qui était en plus en création au sein du groupe Crédit Agricole. Donc en plus, il y avait un petit côté entrepreneur dans cette société qui s'appelle aujourd'hui Crédit Agricole Midcap Advisory, mais qui était connu à l'époque sous le nom de Sodica, qui était en création. Et là-dessus, ce qui était très sympa, c'est que quand on est dans une banque d'affaires adossée à un réseau,
on a un peu deux casquettes, c'est-à-dire qu'on peut prendre assez jeune. On a la casquette exécution, quand on a fait des pitchs à longueur de journée et de nuit en Italie, voilà, ça c'est en général assez facile. Et par contre, il y a la casquette origination qui peut être prise assez facilement et assez rapidement dans un groupe où l'activité M&A est liée aussi avec l'origination, avec le financement, parce que le groupe Agricole, c'est un groupe mutualiste avec une grosse présence en région, assez proche des dirigeants d'entreprise. Et donc, il y avait beaucoup d'informations qui nous remontaient par le réseau. Et donc, on pouvait assez facilement prendre des mandats, même de temps en temps, sans concurrence. Alors, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Le marché du M&A aujourd'hui est beaucoup plus connu. Il y a beaucoup plus de boutiques. Donc, c'est certainement beaucoup plus dur aujourd'hui d'être seul sur un mandat. Mais à l'époque, c'était encore faisable. Donc, même quelqu'un de 27-28 ans pouvait convaincre un dirigeant d'entreprise de passer par lui. Donc, c'était bien. Voilà. D'accord. Non, mais c'est très intéressant aussi de voir ce côté-là et de voir aussi du coup que le marché du M&A a globalement changé. Toi, justement, qu'est-ce que tu en penses du marché? Si tu devais comparer un petit peu à ton époque, comment c'était, et aujourd'hui, comment est-ce que ça a évolué? Il y a plus d'acteurs. En fait, il y a plus d'acteurs. C'est-à-dire que le marché sur le large cap, sur les deals de plus de 200 millions d'euros ou 300 millions d'euros, n'a pas bougé, quoi. Il y avait déjà beaucoup d'acteurs il y a 20 ans. Les acteurs étaient encore... il y avait beaucoup de compétition. Ils n'étaient pas très nombreux, mais tout le monde les connaissait et tout le monde passe par eux. Mais les activités plus small... Il y avait certaines transactions où, quand un dirigeant d'entreprise avait besoin de conseils, on présentait Sodica en l'occurrence, ou notre boutique. Il n'y avait pas beaucoup d'acteurs sur la place. Donc finalement, il n'avait pas beaucoup d'alternatives. On se mettait d'accord sur un prix raisonnable de transaction. Et donc, il nous choisissait et puis il nous faisait confiance. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Mais c'est vrai que par contre, il y a beaucoup plus d'offres. Donc, je connais pas bien aujourd'hui les montants de rémunération, hein, mais j'imagine que sur un deal, on s'est un peu plus bataillé, quoi. Voilà, c'est en termes de rémunération. Ok. Il faut faire plus de deals. Ouais, faut en faire plus. Et donc toi, tu vas rester du coup 6 ans, si je me trompe pas, chez Sodica. Et là, donc enfin, tu vas rejoindre pour la première fois un fonds d'investissement, qui est donc Idia. Comment ça se passe? Est-ce que déjà tu rentres directement en directeur d'investissement, ou est-ce que tu as commencé pareil un petit peu plus bas en chargé d'affaires ou directeur de participation? Non, je suis rentré directeur de participation. Ça s'est fait assez naturellement parce que c'était Idia. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un fonds d'investissement du groupe Crédit Agricole. Et donc en fait, qui était exactement dans le même immeuble et qui était dirigé par le même dirigeant. Le président était le même pour Sodica et pour Idia. Donc moi je m'étais ouvert sur mon intérêt pour le private equity, et de manière assez naturelle, en expliquant pourquoi je voulais passer de l'autre côté, parce que ça faisait 8 ans que je faisais du M&A. Je me suis ouvert à lui, et voilà, donc je suis passé sur l'investissement. C'est assez naturel en fait, où quand on a fait beaucoup du M&A, moi c'est un métier passionnant, le M&A, parce qu'on rencontre toutes les parties prenantes finalement. Ouais, toutes les parties prenantes. On arrive à avoir ce côté deal maker aussi, hein, qui est important. Il y a un vrai côté commercial aussi, hein, qu'il faut apprendre. Il faut passer par là aussi, hein, dans la vie. Et on rentre avec les dirigeants. Enfin, quand on fait un deal M&A, qu'on gère le deal, on voit et on discute avec les dirigeants de l'entreprise pendant 6 mois, 9 mois, mais au quotidien avec eux. Donc en fait, c'est vraiment, ça devient notre entreprise, hein, quasiment. Et tout d'un coup, ça s'arrête. Voilà. Et alors qu'on a tissé des liens qui sont forts, on a réfléchi beaucoup avec eux, avec la stratégie. Enfin, il y a une vraie relation qui se crée et qui s'arrête, qui ne continue pas. Et c'est vrai que je me suis dit, avec l'investissement,
ça continuera, en fait. Et cette relation qu'on peut avoir, alors qui se crée au début beaucoup plus rapidement avec l'investissement, parce qu'il faut, faut se mettre d'accord avec eux. Et en plus, on n'a pas forcément accès aux dirigeants tout de suite pendant très longtemps. Et donc, c'est après qu'on apprend à se connaître. Mais ça dure 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà. Donc, et cette relation est beaucoup plus longue. Et donc c'est vrai que j'avais envie de passer sur ce côté-là, en fait, pour ça. Ok, c'était la raison principale, c'était vraiment là-dessus. Mais c'est hyper intéressant aussi parce que justement, j'avais vu en fait Jean-Paul Bernardini, donc, qui est partenaire chez Nixon, là où je travaille, et il me parlait justement aussi de cette frustration, mais du côté investissement, donc en fait, sur le fait que tu accompagnes une société pendant en fait, 5-6 ans, tu es presque comme le dirigeant, entre guillemets, même si c'est pas du tout pareil. Et après, quand tu cèdes la participation, au final, tu n'as plus vraiment de contact, etc. Donc il y a aussi cette frustration-là. Et je trouve ça intéressant que tu en parles aussi justement parce que, effectivement, ça s'arrête aussi forcément un jour. Donc c'est vrai. Il faut réussir à le gérer. Bon, c'est vrai que ça s'arrête après. Ou alors, il faut créer sa société. Oui, c'est ça aussi. Voilà. Ce qui est toujours des très bonnes idées. Mais alors, chez BPI France, on en parlera un peu, mais ça s'arrête un peu moins parce que ça arrive assez souvent que BPI France, on puisse réinvestir dans le tour d'après. Donc, voilà, on peut suivre en plus les entreprises de temps en temps un peu plus longtemps. Voilà. Effectivement, c'est un petit peu du coup la différence entre les fonds bancaires et les fonds un peu plus traditionnels. Ok. Et donc après, ensuite, toi, est-ce que tu as fait du coup des investissements, je suppose, donc chez Idia, pardon. Comment ça s'est passé tes premiers deals? Est-ce que toi, tu as quelques petites choses à dire? Comment ça s'est passé concrètement tes premières opérations? Concrètement, déjà, les premières opérations, c'est toujours des opérations qui sont marquantes. Moi, ma première opération, ça n'a pas forcément été un grand succès, mais c'est pas grave. Voilà. On va pas citer la société. C'était un petit montant d'investissement, mais on a récupéré notre mise. Mais c'était des activités. Alors, Idia, c'est un fonds spécialisé en agroalimentaire, avec des sujets assez cycliques. C'était un investissement dans une meunerie qui avait un plan de développement assez important. Un nouveau moulin à construire. Enfin, un moulin, ça coûte 15 millions d'euros. Donc il faut le financer. Mais qui partait sur le bio. Enfin, qui avait un vrai axe de développement qui était bien écrit. Mais après, il faut bien savoir, quand on est un meunier, il faut aussi savoir bien se couvrir sur les matières premières, essayer d'anticiper. Et puis de temps en temps, même en anticipant, il y a des hausses de taux, des hausses de prix du blé qu'on n'arrive pas à repasser aux clients. Et donc, il y a un petit pincement de marge. Et donc, résultat, après, derrière, l'investissement n'était pas à la hauteur de ce que je pensais. Mais ça, on apprend. Voilà, Après, c'est le premier, donc c'est aussi plus ou moins normal. C'est quand même assez rare, je pense, de réussir directement son premier investissement. Après, il y a aussi une part, pas de chance, mais ça dépend aussi effectivement si le dirigeant va respecter son BP, si l'économie va bien aussi. Par exemple, si un événement comme le Covid, on ne peut pas forcément s'y attendre. Si on investit dans un restaurant, c'était typiquement pas le moment. Donc, effectivement, mais je trouve ça intéressant justement que tu parles de ça. Et du coup, par la suite, est-ce que tu peux nous parler peut-être de ton premier investissement réussi, entre guillemets? Ça, il y en a plus. Oui, je me doute et j'espère pour toi, mais oui, je me doute. Non, un investissement qui était vraiment, qui m'a marqué, mais parce que il est réussi, mais au-delà de ça, parce que la famille qui porte cette entreprise, c'est un groupe qui s'appelle, on peut dire les noms, pas? Oui, bien sûr. Okay, d'accord. C'est un groupe qui s'appelle La Fournée Dorée, qui est un groupe de boulangerie, pâtisserie industrielle fraîche, avec une famille qui est au Capitane, qui est extraordinaire, avec un dirigeant qui avait monté ça. Moi, on est rentré dans la société, pour un projet de croissance externe, au Canada, mais pas que. Et la société, elle a en 5 ans, son chiffre d'affaires a dû faire x4 et son EBITDA a dû faire x7. Donc le groupe et c'est surtout c'était assez naturel. La relation avec eux était très naturelle. On avait notre place de minoritaire. S'ils avaient besoin qu'on les aide, on les aidait. Quand il n'y avait pas besoin, on les aidait pas. Ce qui est un positionnement, le positionnement d'accompagnement minoritaire, c'est assez différent des fonds majors, parce qu'il faut être là
au bon moment, il faut être là pour être vigilant. En fait, on est un peu un peu contrôlant tout de même sur les gros axes stratégiques de la société, mais on n'est pas là du tout au quotidien pour essayer de pour leur dire il faut faire ci, il faut faire ça. Hein. Donc il y a des rencontres qui sont assez rythmées. En général, c'est une fois par trimestre. Et quand il y a un vrai sujet de croissance externe ou autre, on est là pour les aider. Voilà. Et ça c'est une belle réussite. D'accord, bah, très bien. Et ensuite, combien de temps en fait, toi, tu es resté du coup chez eux? Alors moi, je suis resté 8 ans au sein de chez Edia. Moi j'ai adoré cette expérience chez Edia. Il y avait c'est un fonds qui s'est très bien développé. C'est un fonds qui était, alors aujourd'hui ils sont diversifiés, mais qui était historiquement vraiment très agroalimentaire, avec un prisme agro. Alors qu'il y avait des côtés très sympas, parce que dans l'agro, il y a aussi du vitivinicole. Moi, j'ai fait aussi des investissements dans du négoce de vin, donc ça, c'est des sujets assez sympas. Il y avait des conseils d'administration il y avait des bons déjeuners avec des bons vins. C'est vrai que c'est plutôt agréable. Voilà, donc c'est assez agréable. Mais c'était très agroalimentaire. Moi, c'est pour ça, moi, j'ai changé, j'ai quitté Idia, je pense que j'avais 40 ans, 42 ans, je ne sais plus à peu près. Je me suis dit, bon, est-ce que je reste dans l'agroalimentaire ou finalement est-ce que je fais autre chose? Donc je préférais faire autre chose. D'accord. Justement, c'est la question que j'allais te poser justement, c'est pourquoi du coup tu as décidé donc de partir et de rejoindre donc derrière BPI France Small Cap. Donc déjà, à quel poste tu arrives toi chez BPI? Et donc une des raisons c'était du coup pour te diversifier. Je pense que du coup tu voulais voir autre chose. Si tu peux nous en dire un peu plus. Alors, moi le choix d'aller chez BPI France, alors déjà, c'est une très belle marque. Hein. BPI France, c'est une très belle marque, qui est une marque reconnue, par les investisseurs, qui est une marque reconnue par les dirigeants d'entreprise, qui est une marque reconnue par plein de gens. Donc, et le travail qui a été fait autour de BPI France, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, pour revenir, quand j'étais chez Sodica, par exemple, je faisais une levée de fonds pour une entreprise américaine qui levait de l'argent parce qu'il avait un projet de greffe, il avait une potion magique en gros pour éviter les rejets de greffe de poumon. Voilà. Et il venait chercher de l'argent en France parce il avait un partenariat avec un centre de recherche en France. Et il s'est dit en France, il y avait de l'argent qui pouvait arriver, mais c'était assez compliqué d'aller chercher cet argent parce que c'était à l'époque, c'était Oseo, il y avait plein de marques différentes et en fait, on s'y perdait un peu. Même en tant que conseil, on s'y perdait un peu. Et aujourd'hui, BPI France a tout regroupé, donc c'est beaucoup plus simple. Mais donc ce choix, c'était parce que BPI France, c'est une entreprise d'investissement, déjà qui fait pas mal de dossiers, qui voit beaucoup de dossiers, et puis en plus qui choisit ces dossiers dans l'intérêt général aussi, l'intérêt économique de la France. Donc ça, c'est aussi c'est une particularité qui est importante chez BPI France, et puis qui intervient sur plein de secteurs différents. Et ce qui est important, moi, ce que je trouve sympa dans notre métier, c'est aussi à chaque fois de découvrir, parce qu'à chaque fois qu'on étudie un dossier d'investissement, on découvre un nouveau secteur. On découvre un nouveau secteur. Voilà. C'est ça qui est génial dans tous nos métiers. Que ce soit le métier du M&A ou le métier d'investisseur, c'est qu'on apprend tout le temps, en fait. Tout le temps, on découvre des choses et tout le temps, on rencontre des gens passionnants. Donc, c'est ça qui est vraiment bien dans le métier. Et chez BP France, on rencontre des gens passionnants dans plein de secteurs différents. Et moi, je suis arrivé au poste de directeur d'investissement. Et il se trouve que, au sein de l'équipe Île-de-France, je suis resté 1 an. Et il se trouve qu'au bout d'1 an, mon responsable qui gérait le fonds Small Cap en Île-de-France est parti. Et donc, j'ai pris le poste. D'accord. Donc en fait, c'était grâce à une opportunité que tu as pu avoir ce poste. Très bien. En fait, tu réponds quasiment à chaque fois à la question suivante. Mais j'allais dire, du coup, qu'aimes-tu le plus dans ton métier? Donc, du coup, je pense que c'est la proximité avec le dirigeant, mais aussi découvrir de nouvelles activités. Est-ce que tu as d'autres raisons? Qu'est-ce que tu aimes d'autre dans ton métier?
Qu'est-ce que non, mais c'est ça. C'est vraiment ça. C'est un métier de rencontre. C'est vrai qu'on aime à dire que ce qui fait aussi la richesse d'un homme, c'est ses rencontres. Hein, voilà. C'est les rencontres qu'on fait à côté. Et c'est vrai qu'on a un métier où on reçoit beaucoup de monde, on reçoit beaucoup de porteurs de projets. Alors de temps en temps, il faut dire non, hein, et on dit souvent non, parce qu'on ne peut pas financer tout le monde. Et puis, il y a des sujets qui ne sont pas mûrs, et des sujets où on pense que ça ne va pas réussir. Donc voilà, il faut aussi savoir dire non, mais même si on dit non, on essaye de bien expliquer pourquoi on dit non. Et il y a des gens, puis il y a plein de gens qu'on rencontre, qui ont des idées, qui ont des super idées, mais qui ne rentrent pas forcément dans la case de nos stratégies d'investissement. Mais en tout cas, nous, ça nous enrichit. Enfin, d'un point de vue purement personnel, ça nous enrichit. Donc ça, c'est ça qui nous fait nous lever le matin, quoi. Ouais, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. En fait, moi, la première chose qui m'a un petit peu marqué quand je suis rentré dans le métier, c'est en fait l'accès à l'information par rapport à toutes les sociétés. Le nombre de données qu'on a, c'est assez impressionnant sur plus ou moins n'importe quel marché, selon le fonds dans lequel on est, mais je trouve ça effectivement très, très pertinent. Et j'avais une autre question, c'était comment toi, tu arrives en fait à convaincre, on va dire, un dirigeant qui n'a pas forcément, on va dire, soit les connaissances sur le private equity, parce que souvent dans un deal primaire, par exemple, le dirigeant ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Quels sont les éléments clés que toi, tu vas mettre en avant pour réussir à le convaincre de choisir ton fonds et pas quelqu'un d'autre, par exemple? Ouais, alors c'est vrai que nous on a un super fonds pour convaincre, hein, donc déjà parce qu'on a une très belle marque, et c'est vrai que BPI France propose beaucoup plus de choses que de l'argent, quoi. Voilà. Donc, il y a tout un accompagnement, à côté qui est proposé par BPI France, qui est un très gros fonds. Hein. BPI France, ça gère plus de 52 milliards d'euros aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on a aussi les moyens derrière de mettre à disposition des dirigeants pas mal de choses qui sont faites par d'autres équipes, hein, les équipes de l'accompagnement, les équipes universités. Enfin, il y a plein de choses qui sont mises en place pour les dirigeants. Et ils savent qu'avec nous, à chaque fois qu'ils auront une question, une problématique, on pourra trouver la solution rapidement. Voilà. Parce qu'on a, c'est pas moi, Fabrice, qui trouvera la solution tout de suite, mais on a tout le réseau qui permet rapidement de trouver une solution. Avec cette présence en région notamment, je pense, qui permet aussi. Il y a une vraie proximité. Il y a une proximité aussi avec le financement. Enfin, il y a beaucoup de choses, hein, qu'on met en avant. Donc ça, c'est important. Mais ce qui convainc, mais c'est vrai que c'est une relation, même si la marque BPI France fait beaucoup. Il faut surtout, c'est une relation intuitive personnelle, hein, derrière avec le dirigeant. Et donc c'est important qu'il nous fasse confiance. Donc la première question qu'on lui pose, c'est en fait, qu'est-ce que vous attendez de nous? Parce que et est-ce qu'on peut répondre à votre problématique? De temps en temps, il nous demande des choses. Si on ne sait pas répondre, on va dire nous-mêmes, on n'est peut-être pas le bon fond pour vous aider. Voilà. Mais souvent, on arrive à leur répondre. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à les convaincre. C'est de dire quel est votre projet, comment on peut vous aider. Et si derrière, on peut bien l'aider, déjà on pose la question, on n'est pas là à lui dire on va faire ci, on va faire ça. Donc, voilà, non, c'est qu'est-ce que vous attendez de nous, comment on peut vous aider. Et ça, c'est pour convaincre, c'est pas mal. T'as très bien répondu à la question. Avant qu'on passe aux questions un peu plus pédagogiques à destination des étudiants, j'ai une dernière question. Est-ce que toi tu as une anecdote à raconter sur ta carrière en private equity? Ça peut être sur un deal, ça peut être sur ce que tu veux. Non, des anecdotes. Non, moi, ce que j'ai bien aimé, alors c'était pas en. Alors, est-ce que c'était en private equity? Non, c'était pas en private equity, mais si, alors il y en a une qui était en private equity et une qui n'était pas en private equity, mais ce qui est assez sympa, c'est moi j'ai passé un week-end par exemple dans une propriété magnifique à Bologne en Italie. Et je suis allé là-bas parce que le dirigeant, c'était en Lémuel à l'époque, parce que le dirigeant avait pas le temps de nous répondre la semaine, avait pas le temps de répondre à nos questions, avait pas le temps de bâtir son plan de son BP. Et donc il nous a dit en fait, venez chez moi. Et on va passer un week-end à travailler. En fait, on a passé le week-end dans sa cuisine. Sa cuisine faisait à peu près 200 mètres carrés, avec une superbe vue. C'est un beau cadre de travail. Voilà, et voilà, ça c'est des bons souvenirs avec une équipe qui était très sympa.
Et après, d'autres anecdotes, c'est par exemple, quand j'avais la chance d'être administrateur voilà, d'un négociant de vin, c'est vrai on a pu déguster en conseil des très bonnes bouteilles qu'aujourd'hui je peux pas boire. Voilà. Donc ça a certains avantages d'être Voilà. Bon, investisseur. on le faisait une fois par an, pas trop non plus parce que fallait être raisonnable, mais voilà, c'est des bons souvenirs. Très bien. Et du coup, donc, là maintenant, pour passer donc, aux questions plus pédagogiques, toi, quels sont les avantages en fait pour toi à acquérir de l'expérience en M&A avant de faire du private equity? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se questionnent un petit peu sur les parcours à faire pour ensuite faire du private equity. Toi, du coup, tu as eu cette expérience en M&A. Est-ce que déjà tu recommanderais ce parcours-là? Et si oui, pourquoi? Ouais, alors il y a plusieurs parcours. Enfin, ouais, je vais pas anticiper les questions à chaque fois, mais il y a plusieurs parcours. Effectivement, il y a le M&A. Aujourd'hui, un peu c'est vrai que nous, moi, dans les juniors qu'on a recrutés récemment dans l'équipe, voilà, beaucoup ont commencé en fait par du TS. À l'époque, c'était plutôt le M&A. Bon, c'est un peu. Mais on n'apprend pas du tout la même chose. En fait, idéalement, je pense qu'il faudrait d'abord commencer par du TS et puis après faire du M&A, puis après venir en investissement. Pour moi, c'est l'idéal. Parce qu'en TS, on apprend la rigueur comptable, alors que c'est vrai qu'en M&A, bon, en fait, la réalité, c'est qu'on on prend les comptes que nous donne le DAF, on les remet, on essaie de faire un EBITDA normatif, tout ça. Bon. Mais voilà, mais cette rigueur comptable, on l'acquiert pas forcément parce que c'est pas ce qui nous est demandé. Nous, ce qui est demandé, c'est qu'en M&A, il faut mettre la société sous son plus bon jour et puis raconter une belle histoire. Voilà. Et qui reste crédible et il faut que ce soit quand même plus proche de la réalité parce que derrière, sinon, bon, la marque M&A qu'on défend va pas durer longtemps. Mais donc c'est pas la même chose. Donc la TS, le TS c'est vraiment la rigueur. Le M&A, après le M&A, c'est qu'on voit beaucoup plus pour moi, on est au plus proche des dirigeants. Et puis on apprend un peu le commercial, voilà, qu'on n'apprend pas du tout au TS. Et en investissement, il faut aussi séduire les dirigeants, il faut gagner le deal aussi, même s'il faut jamais gagner le deal à tout prix, voilà, il faut savoir s'arrêter. Voilà, mais en fait le mix des deux est pas mal. Et le M&A, et puis on apprend M&A à travailler beaucoup, voilà. Et ouais, puis quand on est jeune, c'est bien de beaucoup travailler. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Et du coup, donc, quelles sont les principales... Bon, tu as un petit peu répondu aussi effectivement à la prochaine question, mais quelles sont les principales compétences du coup à maîtriser pour un jeune analyste qui débute dans la profession? Donc, je suppose qu'il y a la rigueur, etc. Mais est-ce que toi, tu as d'autres compétences que tu conseillerais à un analyste? Qu'est-ce qu'il peut développer au maximum pour avoir toutes ses chances? Ouais, alors je ne l'ai pas cité, mais c'est vrai que dans le parcours idéal, alors ça peut être un stage ou autre, mais une expérience en conseil en stratégie pour l'investissement, pour moi, c'est aussi l'idéal. Voilà. Moi, j'ai pas fait ça du tout, mais la réalité, c'est que un bon investisseur, c'est quelqu'un qui a une vraie vision stratégique. C'est ça, en fait, c'est avec ça qu'on voit quelqu'un qui va réussir en investissement, c'est que il se projette pas à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans. Voilà. Il se projette le plus loin possible. Et c'est pas facile. Hein. Surtout, et j'ai envie de dire, c'est de moins en moins facile. Parce qu'il y a de plus en plus de ruptures technologiques. Enfin, bon, il y a des métiers qui changent complètement. Et tout ça, il faut essayer de l'anticiper. Il faut essayer de bien voir l'analyse de marché. Et c'est là-dessus où l'analyste il doit aussi se concentrer. Souvent, là, on fait appel à des due strat. Ça marche bien. Hein. Ça donne confiance au comité. Mais il faut avoir aussi de bon sens. Voilà, le bon sens stratégique, pour moi, c'est aussi essentiel pour un bon analyste. Et ça, on l'acquiert aussi avec l'expérience. Mais c'est important de bien se projeter et d'avoir un regard critique sur toutes les informations qui nous sont communiquées. D'accord. C'est clair. Et du coup, toi,
pour toi, comment ça se déroule, on va dire, un entretien de private equity? Tu peux peut-être parler du cas de chez BPI ou chez Idia, Ouais. du cas que tu veux, sans forcément rentrer dans les détails, je me doute bien, mais juste pour savoir un petit peu, c'est vrai que c'est des questions qui me reviennent aussi assez souvent, c'est comment se Ouais. déroule concrètement un entretien de private equity. C'est un entretien assez classique. Hein. Faut pas avoir peur d'un entretien en private equity. Ce qui est important à un entretien, c'est, déjà on parle pour bien comprendre. Voilà, si la personne va bien, si la personne a envie a envie d'intégrer. Voilà, je parle de BPI France, a envie d'intégrer BPI France. Est-ce qu'il partage les valeurs de BPI France? Est-ce qu'il s'est bien renseigné sur BPI France? Est-ce qu'il s'est bien renseigné sur les derniers deals qu'on a fait? Est-ce qu'il comprend exactement ce que fait BPI France? Ça, c'est important. Et ça, nous, on attache beaucoup d'importance. Et c'est vrai que même chez BPI France, dans les dernières recrues qu'on a faites, il y a souvent d'anciens stagiaires avec qui on s'est bien entendu. Ils savent exactement pourquoi ils viennent chez BPI France. Et donc, c'est assez pratique pour nous. Donc, j'ai envie de Mais bon, après, l'entretien pour les stagiaires, c'est pareil. Voilà. En fait, il faut s'être renseigné. Il faut s'être renseigné vraiment sur BPI France. On a encore de temps en temps des candidats qui viennent. On leur pose 3 questions. En fait, on a l'impression qu'ils sont pas bien renseignés sur quelle est la politique d'investissement de BPI France. Donc, ça, c'est important de le savoir. Et après, il y a des cas, il y a des cas pratiques, hein, il y a des cas pratiques après qui sont pas non plus trop compliqués, mais et puis on prend des gens qui sont bien diplômés, donc ils réussissent les cas pratiques. Hein, voilà. D'accord. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est intéressant ce que tu dis par rapport notamment aux personnes qui ne se renseignent pas forcément, parce que j'ai envie de dire, c'est un peu la partie la plus simple, parce que c'est la partie la plus documentée, ou du moins assez simple à travailler, contrairement aux cas pratiques, où effectivement, en école, on a cette formation-là. Mais des fois, c'est un peu là-dessus aussi que certains étudiants ont aussi du mal un peu à savoir qu'est-ce qui est attendu. Donc, justement, c'est... Non, mais il faut se renseigner. Il faut pas se renseigner uniquement sur BPI France, sur BPI France, la Banque publique d'investissement. Il faut aussi se renseigner sur les dernières opérations qui ont été faites par l'équipe. Il faut préparer des questions sur pourquoi vous avez choisi tel secteur, qu'est-ce qui vous a plu. Au moins, on voit que la personne s'intéresse concrètement à ce qu'on fait. Voilà. D'accord. Avant qu'on passe à la dernière partie, du coup, qui est une discussion ouverte entre toi et moi sur différents sujets, j'ai une dernière question. Ce serait du coup, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à un jeune analyste? N'importe quel conseil, si tu en as un, ce serait lequel? Analyste en private equity ou Oui, analyste en private equity. C'est d'être, ce qui est important dans nos métiers aussi, c'est d'être très ouvert sur le monde et puis de cultiver son réseau. Voilà. C'est aussi le private equity, c'est aussi un monde de réseau. Et donc à chaque fois qu'on croise des gens, il faut garder contact avec eux, faut les revoir, faut les appeler. Voilà, il faut réseauter aussi. Hein. C'est un métier où c'est important parce que pour avoir les bonnes infos, pour avoir des opérations qui reviennent vers vous, il faut être présent un peu partout. Il faut avoir un rôle de représentation également. Voilà. Et plus on commence jeune, plus le réseau, on le fait rapidement. Et surtout à Paris, où notamment en private equity, effectivement, tout le monde, plus ou moins, connaît tout le monde, enfin, du moins au bout d'un certain nombre d'années. C'est vrai que c'est un milieu qui est assez petit et tout le monde se regroupe plus ou moins même au même endroit dans Paris. Donc, c'est vrai que c'est effectivement très important. Et ça, j'en parlais avec Ludovic, justement, de l'importance du réseau. Donc, c'est aussi intéressant que tu en parles. Donc, pour passer à cette dernière partie, donc, sur la discussion entre toi et moi, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'intelligence artificielle et quel impact ça pourrait avoir sur la profession? Ouais, alors moi je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle, mais c'est vrai qu'on voit que ça progresse très très vite et qu'il y a des vrais changements qui s'opèrent dans pas mal de métiers, notamment les métiers dont on parlait tout à l'heure, les métiers stratégiques. Les due stratégiques, aujourd'hui on dépense pas mal d'argent dans ces due deals. Demain, ça se trouve, on posera une question à l'IA, l'IA nous prendra son étude stratégique. Donc c'est vrai. Et nous, donc ça peut changer et ce sera certainement un peu pareil pour aller rédiger les notes d'investissement, pour aller peut-être, pourquoi pas, challenger les BP, faire les BP, faire les business plans également, ou aider à faire les BP, aider à faire les modèles financiers. C'est vrai que c'est un métier qui peut se transformer.
qui ne se transformera pas, c'est qu'il faudra quand même toujours aller discuter avec les dirigeants, les convaincre, trouver des bons dossiers, et puis après accompagner la participation dans la durée de vie. Donc c'est peut-être l'instruction du dossier qui sera un peu aidée, voilà, qui sera peut-être un peu plus rapide. Et donc le travail du junior, il y aura peut-être un peu moins de recherche, un peu plus d'analyse, il y aura peut-être un peu moins de juniors. Bon, mais voilà un peu ce que je pense sur l'IA, mais c'est vrai que c'est des métiers il y a pas mal de métiers qui vont changer. Voilà. C'est très intéressant d'avoir ton avis. Et du coup, une autre question qui est un petit peu liée, mais c'est un petit peu différent quand même. Quelle est ton opinion, toi, du coup, sur les réseaux sociaux? Donc, tu m'as dit en off que tu venais de créer ton compte Instagram. Mais qu'est-ce que tu penses notamment de YouTube ou justement Instagram par rapport à la profession, mais aussi par rapport à la manière de communiquer, etc. Alors moi, j'ai un compte Instagram. Alors, je l'ai créé pour tout te dire, je l'ai créé il y a peut-être 2 ans, mais c'est parce que mon fils est parti dans une école où le seul moyen de le suivre, c'était d'avoir un compte Instagram. Voilà. Donc voilà, donc j'ai un follower, une personne, voilà, donc c'est un compte très actif. Donc voilà, donc je suis pas expert de ces sujets-là. Nous, enfin, c'est vrai que dans nos métiers, on utilise énormément LinkedIn, qui est devenu un peu le réseau social sur lequel on communique dans nos métiers. Mais j'avais posé la question d'ailleurs quand on a créé le compte, pourquoi pas créer un compte Insta. Bon, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup, je connais pas bien comment ça fonctionne, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore beaucoup de sociétés, de nos métiers, qui communiquent sur Insta. Voilà. Bon, après, je me trompe peut-être, ça arrivera sans doute, mais j'ai l'impression que c'était pas encore mûr pour nos métiers, donc voilà, je connais pas bien Insta. Et YouTube, voilà, je connais comme tout le monde. C'est un bon, moi, je trouve que c'est un bon moyen pour les entreprises de faire de se présenter, de communiquer, etc. De communiquer. C'est vrai que nous, c'est typique quand on regarde un dossier d'investissement, notamment dans l'industrie, parce que chez BP France, on aime soutenir l'industrie. Et on n'a pas l'occasion forcément tout de suite d'aller voir le site industriel. Quand on n'est pas encore en phase 2, voilà, quand on doit faire une première intérêt. Et c'est vrai que c'est assez sympa quand la société, sur le site internet, a un lien YouTube sur lequel il y a de l'expérience de... je sais pas, j'avais fait un deal dans la fonderie de précision, qui est quelque chose de très, très à la cire perdue. Voilà. Donc c'est très, très spécifique. Et c'est vrai que pour bien comprendre exactement ce que fait la société, c'était très pratique d'avoir un petit film qui filmait, qui filme exactement ce que faisait la société du début jusqu'à la fin pour produire une prothèse de genou. Voilà. Donc oui, il faut s'appuyer là-dessus Après, c'est vrai que dans nos métiers en tant que tels, voilà, aujourd'hui, je ne sais pas si on communique assez dessus, s'il y a besoin de communiquer plus. Je n'ai pas beaucoup d'avis là-dessus. D'accord. Pour nos métiers, pour les métiers, pour l'entreprise en tant que telle, si, il faut le faire. Voilà. D'accord. Écoute, merci beaucoup. Et est-ce que tu as toi un dernier sujet que tu aimerais évoquer avant qu'on termine ce podcast? Si tu as un message à faire passer, quelque chose, c'est le moment. Ouais, non, mais le message à faire passer, c'est qu'il faut... c'est un super métier. Hein. Le métier d'investisseur, c'est un métier qui est riche de rencontres. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est pas une question d'argent ou autre. Hein. C'est vraiment... faut faire un métier parce qu'on aime les gens, parce qu'on aime rencontrer les gens, parce qu'on aime aider les entreprises. Il y a pas toujours des moments, il y a des moments sympas, des moments un peu moins sympas. Mais mais ce qui est toujours sympa, c'est qu'on rencontre quand même beaucoup de gens et qu'on apprend énormément. Voilà, il faut faire un métier qu'on aime. Voilà, c'est ça qui est important, surtout pour bien fonctionner. Si c'est un conseil à donner. Voilà. Je suis d'accord. Merci beaucoup Fabrice, merci pour ta participation. C'était vraiment un plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à mettre ce que vous en avez pensé dans les commentaires et aussi les prochains fonds que vous souhaiteriez découvrir. Je vous dis à très bientôt. C'était Fabio pour Inside.